Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session d'Azurex où aujourd'hui nous accueillons Jean-Sébastien Duchesne qui va nous faire découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous Microsoft Purview. Comme je le disais à l'instant, moi personnellement je n'y ai jamais touché donc ça va être une excellente occasion de découvrir le produit. Bah, écoute Jean-Sébastien, je te laisse te présenter et puis go, la scène est à toi. Ok, bah merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être présent ici là, pour vous partager ce qu'est Microsoft Purview. Une famille de produits dont on entend parler depuis ouais, 1 an et demi, 2 ans. Je crois que le nom Purview est apparu il y a à peu près 2 ans maintenant. Le temps passe assez vite, c'est compliqué de savoir quand les choses ont été annoncées. Mais il y a une activité assez forte, alors beaucoup avec l'IA générative notamment, mais en fait c'est une solution, je reviendrai dessus et vous verrez, qui est assez transverse sur la donnée au sens large. Donc bon, on verra tout ça. Moi de mon côté, Jean-Sébastien Duchesne, je suis directeur technique dans une ESN qui s'appelle Exactis Nelite, et je suis donc MVP sur les sujets notamment de sécurité. En gros, bon, la famille de sujets de sécurité, elle est assez large et ça inclut notamment Purview. Et puis voilà, si vous voulez échanger, je suis sur les différents réseaux sociaux, X, LinkedIn, etc. Vous pouvez me retrouver si vous avez des questions que vous souhaitez adresser sur Purview. Alors en fait, là-dessus, je voulais juste revenir sur faire une introduction sur Purview. Alors, il y a eu, tu vois Arnaud, il y a eu la l'Ignite pour nous qui techniquement suivons un peu l'actualité, c'est un moment fort chez Microsoft parce que c'est un peu l'événement annuel où il y a énormément d'annonces, notamment sur la partie des services infra cloud. Et en fait, j'ai repris cette phrase pendant la keynote. Il s'est dit beaucoup de choses, bon, beaucoup de choses autour de l'IA, mais il y a un moment, Satya Nadella qui a eu une phrase assez forte. Donc, bon, ils expliquent qu'ils continuent d'investir avec des mises à jour, des tonnes d'annonces, etc., qui parlent de la sécurité. Mais il y a une chose qu'il a mis en avant, c'est donc notamment Purview comme étant le produit de la conférence Ignite là, qui a eu lieu en novembre dernier. Parce que, bon, il le savait déjà, hein, Microsoft travaille ce discours-là depuis pas mal de temps, depuis que l'IA commence à prendre de l'ampleur. Mais voilà, il met en avant qu'à l'ère de l'IA, la gouvernance des données, et on va en reparler, ça a un rôle assez central en fait, notamment sur l'IA générative. Alors, la gouvernance de la donnée a un rôle quand on fait du reporting, de la BI, de l'exploitation de données dans des applications, lorsqu'on a du patrimoine d'informations dans des documents. Mais là, c'est vrai que l'IA, cet outil formidable de recherche, d'agrégation et de manipulation de données, on va dire qu'il il crée un émoi autour de la donnée assez important et il y a tout un tas de choses à gérer autour de la gouvernance de la donnée, de s'assurer qu'on a la bonne donnée, qu'elle est correctement protégée, etc. Donc c'est vrai que ça a été quand même un point assez fort de la conférence, même si bon, il y a eu beaucoup de choses s'il a parlé autour de l'IA au sens large. Donc ça, c'est preuve que ce produit qui est Purview, on va en entendre beaucoup parler. Et on va en entendre parler sur les deux pans que Purview est capable d'adresser, et c'est là où je reviendrai dessus à la fois sur la donnée dite non structurée. Donc ça, c'est en gros tous vos documents que tu vois que Carnot tu peux générer quand tu fais une doc, une présentation ou autre. Et puis il y a le pan de la donnée structurée, c'est vraiment les bases de données dans lesquelles souvent tu vois, on retrouve le plus de valeur en fait. C'est là où en général on a les bases clientes, des bases de patients si on est dans des organisations qui traitent des données médicales, des données de santé. Et Purview, c'est aujourd'hui la seule solution qui est en fait capable d'adresser ces deux mondes. On a des solutions concurrentes hein, qui sont d'ailleurs très bonnes dans ce qu'elles font, mais elles adressent soit la donnée non structurée, donc soit les fichiers, les documents unitaires qui sont éparpillés dans le système d'information, soit on a des solutions qui adressent vraiment juste la donnée structurée. Parce qu'on ne va pas se cacher que, et c'est ce que je vais présenter un peu plus loin avant de rentrer un peu dans le produit, mais euh, c'est quand même deux choses séparées. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une famille de produits, il n'y a qu'une gamme, en gros, entre guillemets, qui s'appelle Pureview, mais dedans, tu vois, tu as plusieurs produits, plusieurs services, et tous les services qu'on va retrouver, ceux qui s'adressent à la donnée non structurée, ne couvrent pas la même chose que ceux qui vont Hmm. s'adresser à la donnée structurée. Tu vois, il n'y a pas les mêmes enjeux. Ouais, bien sûr, normal. La donnée structurée, tu vas avoir un besoin en fait de gérer ton catalogue de données, de gérer des domaines, métiers, etc. Bon, la donnée non structurée, comme son nom l'indique, comme c'est non structuré, il y a moins de maturité, il y a moins de ces éléments-là. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, tu n'as même pas les mêmes acteurs. Tu vois, données non structurées, tu vas plutôt retrouver les équipes sécurité, les équipes collaboratives,
et éventuellement en effet les métiers. La donnée structurée, pardon, tu vas surtout retrouver des responsables de données, responsables de la data dans les organisations. Tu vas retrouver les responsables métiers, les producteurs de données, donc qui vont faire des rapports Power BI, mais c'est surtout voilà, le métier aussi qui va l'exploiter. Et éventuellement, tu vas retrouver la sécurité qui va vouloir mettre son nez dedans pour voir ce qui s'y passe, voilà, quelles sont les données sensibles, etc. Donc, une famille de produits Purview, là, dont vous allez entendre beaucoup parler, et plus particulièrement parce que, pour ceux qui suivent aussi l'actualité, Microsoft a lancé sa plateforme de données qui s'appelle Microsoft Fabric. Souvent pour vulgariser, je compare Microsoft Fabric en fait à Microsoft 365, où c'est un service prépackagé qu'on va mettre en œuvre, et on va plus se soucier en effet de savoir qu'est-ce qu'on doit monter comme infrastructure derrière. Alors on pourra rattacher des choses, tu vois, que tu as pu provisionner dans Azure, Arnaud, des Azure Synapse, des Azure Data Warehouse, des Azure SQL Database, etc. Tout ça, tu peux le rattacher à Fabric et à Purview. Mais la réponse de Fabric, par exemple, sur la plateforme de données, et qui s'intègre totalement du coup à Purview, c'est de faire un peu ce qu'on fait avec Microsoft 365. Tu provisionnes une boîte aux lettres, mais tu ne te soucies pas du nombre de serveurs qu'il faut. Bien sûr. Tout ça, ça n'existe plus. Donc en fait, c'est un peu ça. Donc ouais, Purview va y avoir une forte actualité parce qu'il y a la plateforme de données Fabric qui monte, parce qu'il y a l'IA générative, etc., etc. Et donc, la réponse de Purview, elle est là-dedans. En fait, elle est sur le fait que on a des données en fait qui se retrouvent à tout un tas d'endroits. Donc, d'abord dans des services cloud. Là, j'ai listé AWS, mais bien sûr, ça peut être Azure, GCP, n'importe quel service cloud, qui peut être stocké dans des bases de données qui sont dans le cloud ou d'ailleurs sur site, on-premise, hein, qui vont potentiellement ces données être exploitées ensuite dans des plateformes de données ou si tu veux des plateformes d'exploitation de reporting, Power BI ou d'autres plateformes d'exploitation de reporting. Ces mêmes données qui, à partir du rapport, peuvent être éventuellement exportées, tu vois, en Excel ou exportées par le biais d'un screenshot dans PowerPoint. Donc en fait, tu vois, la donnée, elle voyage, en fait, elle part de la base, mais jusqu'à atteindre la personne qui va la consommer, l'utiliser, il y a un certain voyage, voire même jusqu'en finalité, c'est très fréquent. Tu as des meetings où on présente des résultats et des trucs de stratégie. Donc la personne, elle va présenter le rapport Power BI en partage dans Teams. Et donc du coup, techniquement, la donnée, elle est dans le rapport Power BI, mais elle est présentée, déportée via le meeting Teams. Donc la donnée, en fait, elle est assez présente partout. Et l'objectif de Purview, ça va être d'adresser la donnée lors de toutes ces éventuelles étapes de ce voyage, partout où elle peut être, pour mettre soit de la gouvernance, soit de la sécurité. Donc si on prend de la sécurité, et si j'avance un peu sur la présentation, mais ça signifie que tu vois, au cœur de la base, on va être capable de classifier la base ou une table ou des colonnes d'un certain niveau de sensibilité, parce que je sais pas, il y a des données confidentielles, les résultats de l'organisation, des listes d'utilisateurs ou de clients de l'entreprise. Donc c'est une donnée qui est confidentielle, il y a un risque si elle doit sortir de l'organisation pour des raisons de sécurité ou des raisons simplement même réglementaires. Mais ces données-là, elles peuvent être exploitées dans un rapport Power BI, affiché, éventuellement exportées dans un fichier Excel comme un extract, et puis partagées dans la réunion de Teams. Et donc le fait d'avoir, si tu veux, par exemple, classifier la colonne qui est consommée dans le rapport Power BI, le rapport Power BI va hériter de cette classification. Si le rapport Power BI est exporté en Excel, l'Excel qui est exporté ou le PDF, je ne sais pas, va hériter là encore une fois de la sensibilité associée à la colonne, parce qu'il y a cette colonne-là qui était présente dedans. Et ça va aller même jusqu'à la réunion Teams, c'est-à-dire que si je me mets à partager mon rapport Power BI qui est d'un niveau confidentiel dans la réunion Teams, je vais pouvoir avoir des mécanismes de sécurité dans la réunion Teams qui vont mettre, par exemple, tu vois, des filigranes au travers du partage pour afficher, tu vois, le nom de la personne qui partage, le nom de la personne qui est éventuellement qui a rejoint le meeting, etc. Et donc par exemple, ça c'est un des scénarios qui existent, mais dans Purview, tu en as des dizaines comme ça. C'est un scénario autour de la sécurité qui vient s'assurer que quel que soit l'endroit où est présent la donnée, tu vois, dans la continuité, on a une certaine forme de protection. Alors bien sûr, tout ce que je décris là, ça marche assez bien quand tu es dans l'univers Microsoft. Si au milieu de la chaîne, tu as autre chose, tu as l'intégration qui va être peut-être moins poussée. Mais en gros, dans le principe, l'état d'esprit de Purview, voilà, c'est de garantir des mécanismes de gouvernance, de sécurité de la donnée, quel que soit l'endroit où la donnée va être affichée, voyager, consommée, utilisée.
Et le constat général qu'on a, c'est que dans les organisations, si tu veux, en fait, on a de la donnée de partout. Je parlais des documents, mais si on prend même la donnée structurée, hein, qui est censée être techniquement organisée dans les entreprises, on a des silos, c'est-à-dire que tu as des équipes finance ou des équipes RH qui vont avoir leur grand domaine de données. Ils vont avoir le RSI RH, leur outil de finance associé. Il y a vraiment cette approche de silo qui est toujours présente, et pour autant, pour gérer la donnée en tant que telle, quand on est une entreprise, pour vraiment l'exploiter correctement, il faut avoir cette approche de vision globale, d'avoir la vision globale sur l'ensemble des données, pour s'assurer que déjà, tu n'as pas d'incohérence. Si par exemple, tu as un identifiant de consommateur qui peut être présent à un endroit dans un CRM, mais il est peut-être présent dans une autre base de données qui est exploitée, moi je sais pas, par un site internet. Si on veut s'assurer qu'il y a une forme de cohérence entre ces deux données qui sont dans deux bases différentes, totalement déconnectées, l'intérêt c'est d'avoir un seul outil qui a la vision sur tout, tu vois, pour mettre en Mmh. place des contrôles, ce genre de choses. Donc, le constat général globalement jusqu'à maintenant, et c'est pour ça je disais qu'il va y avoir une forte actualité, c'est que on a cette notion de silo de données et d'applications qui est très présente. On a une diversité, une volumétrie énorme qui est en train qui est en train d'augmenter et d'exploser autour de la donnée. On a de la donnée à plein d'endroits, dans les CRM, les ERP, les fichiers plats. Enfin, il y a de la donnée partout dans les entreprises, et l'IA générative, en plus, clairement, va encore accélérer ça. On a une problématique autour de la fiabilité de la donnée. Ça, c'est un gros sujet, c'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup de données, mais si tu n'es pas capable de t'assurer que la donnée elle est fiable, l'exploitation ou ce que tu vas en retirer va pas être forcément très intéressant. Donc du coup, il y a cette nécessité de fiabiliser la donnée au sens large. Il y a aussi les métiers qui sont demandeurs de self-service, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'autonomie. Auparavant, la donnée, tu vois, elle était très portée par des équipes bases de données qui provisionnaient des bases, qui géraient les droits, à qui fallait demander des droits pour générer des rapports. C'était même parfois eux qui avaient une factory de rapports, enfin qui avaient vraiment une usine de rapports à qui tu demandais de faire les rapports. Aujourd'hui, les métiers, pour aller vite, même pour être compétitifs dans une société, ils veulent être capables, si tu veux, d'aller consommer de la donnée. Alors bien sûr, en demandant avec des processus de Bien gouvernance, sûr, mais hein, que ce soit prouvé au préalable. voilà. Mais ils veulent pas avoir à demander à l'équipe data de leur générer un rapport avec une demande de besoins fonctionnels précise qui va mettre des mois et des mois. Mmh. La compétitivité fait que voilà, il faut que ça aille quand même assez vite. Et puis on a des compétences dans les équipes métiers. En fait, en réalité, les métiers ont quand même démarré cette capacité aujourd'hui et notamment avec des outils tels que Power BI, de savoir exploiter de la donnée. Ils sont déjà un petit peu consommateurs de données. Donc on a un peu tout, si tu veux, tout ce terreau qui est en place pour qu'on ait ces plateformes de données, hein, que sont Fabric dont je parlais, et notamment Purview qui va assurer cette gouvernance, c'est-à-dire gérer qui a accès à quoi, le self-service, les dictionnaires de données, la notion de domaine, sur lequel je vais revenir après. Ça, Purview, tu vois, il sait l'adresser. Je vais passer très vite là-dessus, mais en fait, c'est ça qui est en train d'être s'opérer, c'est-à-dire que on est en train de créer dans les organisations des data domaines. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment on va par exemple, tu vois, créer un domaine finance auquel on va attacher toutes les bases de données, en fait, toutes les données qui sont relatifs à l'univers de la finance. Donc ces data domaines, pardon, souvent ils vont être associés aux métiers de l'organisation, que ce soit les fonctions support ou les vrais métiers, le core service qu'est capable de faire une société. Et là, tu vois, les exemples qu'on retrouve le plus concrètement, voilà, c'est les sales, les RH, les finances, les opérations, le marketing, la R&D, éventuellement, moi je sais pas, la production, le facturing, la partie factory, etc. Et puis après, derrière, tu vas avoir la notion de data product, c'est-à-dire en fait la donnée que tu vas être capable d'exploiter dans ces différents domaines. Et ça, en fait, dans Purview, je vous montrerai physiquement, on est capable de le représenter. C'est-à-dire qu'on est capable de créer ces domaines, hein, finance, de dire je rattache telle base de données, tel data warehouse, tel data lake, telle et telle chose. Ce qui va permettre de donner les accès aux personnes du domaine, par exemple de la finance ou des RH,
ou aux personnes, aux consommateurs général de la donnée, de savoir quels sont les grands domaines et potentiellement de faire des demandes d'accès pour, pour aller voir ce qu'il y a dedans, consommer la donnée, créer les rapports si nécessaire, avec bien sûr les bons workflows. Donc il y a énormément de cas d'usage autour de ça, des plateformes de données et notamment de ce que Purview peut adresser. Par exemple, Purview va permettre d'harmoniser voilà, tout ce qui est BI reporting. Tu vas être capable de savoir qui a créé quel rapport et qui va consommer quelles données. Tu vois, ça c'est un truc dans beaucoup d'organisations. C'est compliqué d'avoir cette vision globale. Si tu n'as pas une plateforme comme Purview, tu vas donner des droits en fait sur des bases comme ça. Tu vas te connecter sur les serveurs, sur les data warehouse, etc. Tu vas donner des droits. Mais avoir une vision globale de se dire j'ai cet utilisateur, en fait il a accès à telle base de données de tel domaine, etc. Avant Purview ou avec un outil autre, enfin si tu n'as pas un outil comme Purview, tu n'es pas capable de le faire. Et donc, tu vas être capable d'adresser tous les aspects qui font que la donnée est assez précieuse. Voilà, le BI reporting qui va permettre de prendre des décisions, les applications qui vont être capables de répondre à un besoin, un usage, la partie data science qui vont permettre de prédire ce que l'organisation devrait éventuellement faire, et puis l'IA générative qui va accélérer tout un tas de processus métiers, etc. Une petite question. Vas-y, Donc, dis-moi. je comprends que les données sont alors flaguées, je ne sais pas si c'est le véritable, si c'est le bon mot. Ouais. Si c'est le bon mot. Est-ce que en dehors de l'entreprise, tu viens sortir des données de l'entreprise, volontairement ou involontairement, ces données, tu retrouves quand même trace de ce flag quelque part? Alors, sur la donnée structurée, en fait, potentiellement oui, ça dépend ce que tu entends par, ça dépend du cas d'usage, mais pour revenir avant, sur la donnée, dite non structurée, les fichiers, oui. En fait, sur les documents, il y a une métadonnée, donc une étiquette, tu vois, de sensibilité, de confidentialité, qui voyage avec le document et qui va d'ailleurs potentiellement, définir et régir des règles de gouvernance et sécurité. Donc si par exemple tu étiquettes, cette présentation que je vous donne comme étant confidentielle, puisque c'est confidentiel, je peux dire, voilà, c'est chiffré et donc il n'y a que Arnaud et Jean-Sébastien qui sont capables de l'ouvrir. Donc quand le document va être copié sur une clé USB, envoyé sur un service cloud où il transfère un gros fichier, même si une personne tierce le récupère, oui, ils vont avoir physiquement les Le binaires, fichier, mais ils le pourront pas le fichier, consulter, quoi. mais ils pourront pas le consulter. Ils vont devoir s'authentifier et s'ils n'ont pas l'identifiant adéquat, ils vont se retrouver OK, bloqués. très bien. Pour la partie données structurées, ça va là dépendre de comment, quel va être le support qui affiche la donnée. Pour un rapport Power BI, clairement oui. C'est-à-dire que si tu donnes accès à un rapport Power BI, tu vois, on est un peu sur ce schéma-là. Là, donc c'est le logo de Fabric. Maintenant, Power BI a repris le logo de Fabric, mais en fait, le rapport Power BI en lui-même, on va voir qu'il est confidentiel. Si on fait un export, comme je te le disais, en PDF ou en Excel, le PDF ou l'Excel va hériter là aussi de cette étiquette de confidentialité liée aux données confidentielles qui sont exploitées dedans. Si par contre c'est une application, tu vois, qui est complètement custom en .NET et qui s'intègre pas avec Purview, parce qu'il y a un SDK pour ça, Mmh. c'est sûr que cette application-là, elle va afficher de la donnée. Là, tu as fait sortir, entre guillemets, de la sphère de protection. Par contre, tu vas être quand même capable de savoir avec Purview que ces données-là, elles sont consommées, tu vois, consommées, accédées par un service donné. OK. Je sais pas si du coup ça répond Ouais, ouais, correctement très bien, à très ta bien. question. Hop, on va avancer. Donc en général, quand on parle de gouvernance de la donnée, il y a 4 aspects à avoir. Donc il y a la partie organisationnelle d'une entreprise, ou d'une organisation en tant que telle. C'est les acteurs, le RACI, tout ça c'est on va dire un élément important qui permet de poser les bases de toute l'organisation de la donnée, mais c'est vraiment, si tu veux, de l'ordre de la spécification, du papier, etc. Il y a l'outillage, et tu vois, Purview, c'est un des outils, donc là j'en ai mis d'autres qui existent, qui sont des très bons outils. Par contre, quand on parle, là, ceux qui sont affichés là, c'est que des outils qui adressent la donnée structurée, que des bases de données. Purview, c'est le seul qui est capable d'adresser les bases de données, les données structurées, et pour le coup, les fichiers, etc. Et après, quand on a la gouvernance de la donnée, après, tu as tous les processus et activités autour de cette donnée-là. Donc,
Déjà, le catalogue, hein, la connaissance du patrimoine de données. Comme je le disais, il y a beaucoup d'organisations où ça, en fait, ils le font dans un fichier Excel, dans des documents à la main, c'est pas mis à jour dynamiquement, il n'y a rien, tu vois, c'est le référentiel de données, il est maintenu de manière très traditionnelle et standard, et donc du coup pas dynamique, il n'y a rien de dynamique. Les règles et les normes, donc les politiques de données, les règles et les normes qui vont être associées à l'organisation. La qualité de la donnée, j'en parle même pas. Enfin, j'en parle, si je vais en parler, mais ça va être des règles que tu vas pouvoir définir. C'est-à-dire, tu vas pouvoir dire, par exemple, je sais pas moi, telle colonne, la colonne, par exemple, montant, qui correspond à des montants d'indemnité, elles peuvent pas être négatives, elles peuvent pas être nulles, elles peuvent peut-être pas être inférieures à 50 euros, tu vois. Ça peut être des règles très basiques comme ça. Ou par exemple, une colonne email, il faut qu'il y ait la forme arrobase quelque chose, point quelque chose, tu vois. Donc ça va être une première étape de qualité de la donnée, très terre à terre, hein, en tant que telle, mais qui va assurer quand même que une fois que la donnée elle est exploitée dans ton application, dans un rapport Power BI, t'as pas de choses qui sont déconnantes. J'ai une autre question. On parle de Vas-y. fiabilité de la donnée, on parle d'IA. Du coup, on peut se dire qu'avant l'ingestion des données dans un modèle d'IA, on pourrait déjà s'assurer que la donnée est fiable au travers de Purview? Ouais, ouais, clairement. Ok, Ouais, ouais, tu mets en avant un truc important, c'est que l'IA générative, enfin, on l'a beaucoup vu sur Internet, hein, c'est que c'est un outil formidable, mais si le socle de données qui est utilisé par l'IA générative est pas bon, le résultat est catastrophique. bien sûr. Et on l'a d'ailleurs vu chez des clients au tout début, et par exemple avec Copilot, M365 Copilot de Microsoft, où il y a des licences qui ont été provisionnées chez des clients sur des tenants. Et si tu veux, les gens à qui on a provisionné les licences, ils avaient accès à des sites SharePoint, des Teams, enfin surtout des sites SharePoint, parce que les Teams c'est encore ça assez récent, mais des vieux sites SharePoint dans lesquels il y avait des procédures, des vieilles procédures. Et heureusement, Copilot s'est amélioré depuis. En fait, Copilot, Microsoft a amélioré l'algorithme. Mais à l'époque, par exemple, moi j'avais eu un client avec une expérimentation où ils avaient mis en place des licences Copilot pour des personnes qui devaient répondre, si tu veux, à des demandes de support pour du traitement de terminaux de paiement. Donc quand ils étaient au téléphone, personne lui disait, voilà, j'ai tel terminal de paiement de telle année, avec tel code d'erreur, tel. Donc la personne, l'objectif c'était d'utiliser Copilot pour aller chercher dans tout le corpus documentaire de fichiers, parce qu'il n'y avait pas de base de données. Ils avaient peut-être un projet justement à faire autour de ça, Mm. le knowledge management de tout ça, mais en l'occurrence chez eux c'était pas le cas. Et l'objectif c'était accélérer parce que ils avaient créé une organisation avec des dossiers, etc. Mais bon, tu passais quand même beaucoup de temps à chercher la solution alors que tu avais la personne au téléphone. Et en fait, on s'est rendu compte que les résultats de Copilot étaient assez déceptifs. La personne tapait quelque chose et en fait, ça donnait une procédure qui n'était pas forcément à jour. Et on s'est rendu compte que c'était dû au fait qu'il y avait un ancien site SharePoint avec des anciennes procédures liées à des anciens outils, des anciennes mises à jour, etc. Et que dans les premières versions de M365 Copilot, ils priorisaient pas forcément l'âge du contenu comme Mm. étant la réponse la plus adéquate. Ça s'est un peu amélioré là, notamment avec les dernières versions de M365 Copilot, mais tu peux toujours avoir, si tu veux, cette hallucination. C'est-à-dire que si la question, le prompt que tu vas poser, la réponse la plus proche, c'est peut-être celle d'un ancien document qui est plus trop à jour, mais qui est toujours présent dans le système d'information, l'IA générative va te répondre quelque chose de complètement Mm. aberrant. Donc tu as raison sur un point, c'est que la qualité de la donnée, elle est essentielle, et PureView, il permet de faire ça, notamment sur la donnée structurée, la donnée des bases de données, parce que c'est souvent ça qu'on va beaucoup utiliser d'ailleurs quand on utilise de l'IA générative, c'est d'aller là où il y a de la valeur. Et la donnée de valeur, elle est souvent dans des bases de données structurées. Donc oui, tu peux mettre des règles de qualité pour t'assurer que ce que tu vas exploiter avec l'IA générative répond bien des niveaux et des seuils. Ouais. Ok, merci. Sécurisation de la donnée, donc voilà, tu vas pouvoir en effet, pareil, créer des procédures d'accès aux données, gérer toute la sécurisation de ces données-là dans les bases de données structurées. Et puis sur les documents eux-mêmes, hein, les données non structurées. Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez compliqué avec Purview, c'est qu'il y a ce nom de famille Purview dans lequel on a des services qui sont très, si tu veux, typés pour les données non structurées, donc les fichiers. Et puis tu as d'autres services qui sont très typés pour les données structurées. Tu n'as qu'une seule console, et d'ailleurs le RSSI
enfin oui, un acteur qui va vouloir une vision globale de la donnée, il va finalement avoir qu'un seul portail dans lequel il va pouvoir avoir accès à toutes les informations. Mais par contre, derrière la notion de purview, voilà, il y a différents acteurs, ils n'ont pas tous les mêmes enjeux. Même si en cas d'usage fonctionnel, par exemple, si on prend la sécurisation de la donnée, bah, tu peux le faire autant avec les services qui touchent la donnée structurée que la donnée non structurée. Bon, très théorique, mais je vous montrerai par la suite. Ok, je me permets, j'ai Sadoc qui qui a Ouais, posé une question il y a quelques ah, minutes que j'avais je n'avais pas pas vu. vue. Il demande s'il y a un moyen pour savoir si les données sont protégées par Purview ou pas. En gros, est-ce que tu es flagué Purview ou flagué un outil sur le fait que ce soit sécurisé, mais est-ce que potentiellement ça te dit quel outil sécurise la donnée ou pas? Ou c'est Ouais. sécurisé, point? Non, 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 non. Alors, Purview, il va être, oui, tu as des tableaux de bord sur la donnée structurée comme sur la donnée non structurée qui vont te dire qu'est-ce qui comporte de la donnée sensible, par exemple. Est-ce que j'ai un document dans lequel il y a des numéros IBAN, des numéros de carte de crédit? Et est-ce qu'il n'est pas protégé, pas étiqueté, est-ce qu'il n'est pas classifié? Ça, tu as des tableaux de bord qui te le disent. Par contre, il ne le fait qu'avec la technologie Purview. Il ne le fait pas avec une Mmh. technologie concurrente, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, clairement, oui, oui, et notamment pour l'IA générative et copilote, il y a toute une série de rapports là qui sont apparus il y a quelques mois de ça, qui te permettent d'avoir une vision de ce qu'on appelle de ta posture de la sécurité de données. C'est-à-dire qu'il va te mettre en avant tous les documents dans lesquels Microsoft a trouvé de la donnée sensible, donc numéro IBAN, carte de crédit, informations personnelles ou d'ailleurs des informations sensibles que toi tu as modélisées, hein. Si Mmh. par exemple, je sais pas, dans ta boîte, tu sais que l'identifiant d'un employé, c'est une chaîne de caractères avec 3 caractères en lettres et puis 5 chiffres qui se suivent, ça tu peux le modéliser et Purview, il va aller dynamiquement aller le chercher partout, tu vois, sans action de ta part. Donc tu vas avoir ces tableaux de bord qui vont aller prendre toutes ce qu'on appelle ces types d'informations sensibles et t'afficher, bah, par exemple, tous les documents sur lesquels on n'a pas de mécanisme de protection, sur lequel il n'y a pas d'étiquette de classification, sur lequel les documents sont visibles au très grand nombre dans l'organisation, peut-être partagés à tout le monde, etc., etc. Je sais pas si J'ai Sadoc, tu nous diras si ça répond à ta question, Sadoc. Ouais, j'en profite pour poser une autre question. Vas-y. Heu, Est-ce qu'il est possible, imaginons que tu, identifies, tu tags de la donnée confidentielle avant qu'elle soit diffusée à une autre équipe, potentiellement, tu vas l'anonymiser ou mettre des petites étoiles ou cacher en tout cas cette donnée. Est-ce que c'est possible depuis Purview ou pas? Ou s Alors, ou on te donne l'accès à la donnée et puis, tu y accèdes, telle qu'elle est? en fait, tu vas avoir, alors, dans ta question, il y a plusieurs réponses possibles. Sur les données documentaires, par exemple, on a une possibilité, c'est-à-dire que tu peux modéliser dans Purview, voilà, des informations sensibles que tu as détectées dans l'organisation, hein. Je parlais des numéros d'employés ou autres, mais par exemple, même les numéros de carte de crédit, par exemple, c'est sur étagère. Tu peux dire, bah, cette information-là, pour moi, elle a en effet un niveau confidentiel. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que si un utilisateur génère un document Word, Excel, PowerPoint, qui colle des numéros de carte de crédit, en fait, Office, il va mettre un bandeau, il va recommander à l'utilisateur, il va dire: ah, attention, je viens de voir que tu as mis des numéros de carte de crédit ou des numéros d'employés. Ça, l'organisation, elle dit que normalement, c'est une information de type confidentiel. Est-ce que tu veux aller voir l'information? Tu peux aller voir l'information. Elle va te recommander du coup de mettre ce niveau de classification confidentiel, ou tu vas pouvoir choisir en effet de l'anonymiser, c'est-à-dire de la supprimer. De mettre en fait, ça va remplacer la chaîne de caractères de la carte de crédit en mettant deleted ou supprimé, je sais plus Ouais, OK, le d'accord. label. Donc ça, c'est côté fichier données non structurées. Côté données structurées, il n'y a pas vraiment ce même mécanisme-là parce que techniquement parlant, Purview, euh, comme tu as tous les mécanismes de gouvernance qui te permettent de contrôler qui accède à cette information, et cette information dans la base de données, si elle est dans la base, c'est qu'elle est censée y être, tu vois ce que je veux dire, ou alors Mmh. tu as un problème de qualité de données. Donc c'est plutôt que tu as mal géré l'aspect gouvernance, j'ai délégué le droit d'accéder à cette info-là. D'accord, OK. Mais ça, pour le coup, techniquement, Purview, il t'offre tous les outils pour le faire. Alors que de donner enfin, tu vois, le cas de dire un utilisateur ouvre un Word et bah, je lui interdis d'écrire un numéro de carte bleue, ça c'est difficile à faire. Enfin, tu peux pas, Mmh.
il peut écrire même son numéro de carte bleue à lui. Après, par contre, tu peux dire, voilà, un numéro de carte bleue, c'est sensible, donc pour moi, ça doit être protégé, ou si c'est pas protégé, il faut que tu le supprimes du document. Donc il y a une autre question de Sadok. Donc les données sensibles non sécurisées s'affichent dans les dashboards PureView, mais le sens inverse. Alors oui, les données du coup sensibles non sécurisées s'affichent dans les dashboards PureView, et on a oui toute une série de dashboards qui t'affichent aussi les données sensibles sécurisées. Oui, oui. En fait, tu peux savoir, tu peux savoir, tu as une vision complète si tu veux sur la cartographie des données. Donc je peux te montrer, mais par exemple, tu peux, pour ces types d'informations sensibles-là, tu peux voir tous les documents confidentiels, où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont dans des boîtes aux lettres, dans des Teams, dans des SharePoint. Tu peux savoir même précisément un type d'information sensible, c'est-à-dire les numéros de carte de crédit. Tu peux afficher tous les endroits où ils sont localisés. Et donc voir que c'est peut-être dans une boîte aux lettres où il y a quelqu'un qui a posé un numéro de carte de crédit ou dans tel document. Si j'ai bien compris, Azure PureView permet de faire comme des Azure Policy sur tous les types de data structurées. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, tu parles d'Azure PureView, c'est l'ancien nom. Microsoft a revu parce que le terme Azure, il l'avait mis un peu à l'époque à toutes les sauces. Et ça a créé une forme de confusion chez beaucoup de clients. Donc, pour la, ça, tu fais bien de poser la question, merci Sadok de l'avoir posée. La partie données structurées, donc pour gérer les bases de données, ça se base toujours sur un service Azure. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour pouvoir faire ça, de provisionner un service qui est vraiment packagé dans Azure, qui consomme de la puissance de calcul. Et donc ça, c'est porté par Azure. Pour la donnée non structurée, pour le coup, tout est basé dans M365. On n'a techniquement pas besoin de quoi que ce soit d'Azure. C'est les licences M365 qui portent le truc avec des microservices. Comme quand tu provisionnes une boîte aux lettres Exchange, tu ne te poses pas la question d'aller provisionner quelque chose dans Azure. Ils ont fait ça parce que c'est pour garder de la cohérence par rapport à ce qu'ils avaient construit. Et donc, du coup, le fameux service dont tu parles, Azure PureView, en fait, ça existe toujours. Il y a toujours ce service qu'on doit provisionner dans Azure pour la donnée structurée. Par contre, Microsoft l'a renommé depuis maintenant Microsoft PureView Data Governance. Donc, bon, une petite subtilité. Mais oui, en effet. Ouais. Hop. Alors, on a vachement avancé dans le temps. Mais merci en tout cas pour les questions, c'est très pertinent. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Du coup, j'en ai déjà parlé du fait qu'on a cette approche, ce qu'on appelle, j'en ai parlé avant, ça s'appelle le data mesh. Donc, on va vouloir organiser par domaine métier en faisant du data as a product. On va vouloir responsabiliser les équipes métiers et c'est ce que PureView vraiment essaye de mettre en avant pour la donnée structurée. Et on va créer ces notions d'architecture fédéralisée, c'est-à-dire d'avoir la vision sur tout, sur tous les domaines de données, sur toutes les bases de données, sur tous les data lakes, les data warehouse, avec une gouvernance transverse, c'est-à-dire que l'équipe qui est responsable de la donnée va être capable de tout gérer. Par contre, on va pouvoir déléguer l'accès au domaine finance aux personnes qui gèrent la donnée pour la finance, etc. Hop, je regarde juste parce que le temps passe, il est déjà un petit peu avancé. Ouais, je vais juste sauter. Hop. Donc, en fait, PureView, derrière PureView, j'en ai un peu parlé, mais il y a 3 grands piliers en fait de cette solution, de cette famille de produits. Encore une fois, je parle vraiment d'une famille de produits parce que tout ce qu'on voit au milieu là, en fait, ce sont des services et des produits. Vous voyez. Et en fait, il y a 3 grands éléments que PureView est capable de gérer. Donc la sécurité de la donnée, qui aujourd'hui en fait se focalise surtout sur la donnée non structurée, puisque c'est celle qui est plus à même, comme elle est non structurée, des fichiers, le plus à même à fuiter, à voyager très facilement, à être perdu. Donc, dans cette brique-là de solution de PureView sur la sécurité de la donnée, on a des mécanismes de prévention de fuite de données. Donc ça, très concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai un document dans lequel il y a de la donnée confidentielle, j'interdis de le copier sur une clé USB, j'interdis de l'envoyer à des utilisateurs à l'extérieur par email. Enfin, c'est des choses très concrètes comme ça, des cas d'usage, pour empêcher, encore une fois, on va tenter d'empêcher et de prévenir la fuite de la donnée. Il y a une solution qui s'appelle Insider Risk Management qui fait, comme son nom l'indique, de la gestion des risques internes.
ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup en fait de fuites de données, presque plus de 60 à 70% des fuites de données, en fait, elles sont réalisées par des employés qui le font par erreur ou qui le font volontairement. Un des scénarios les plus courants, et on a peut-être d'ailleurs pu en faire nous-mêmes sans le savoir à des époques différentes, mais c'est le cas de l'employé qui a posé sa démission, puis qui avait écrit des documentations ou des documents, et puis qui au moment de partir va se dire bon bah j'avais écrit ça, c'est moi qui en ai l'auteur, donc je le récupère et puis ça va me servir dans ma prochaine vie. En réalité, ce petit cas d'usage qu'on connaît, bah, en fait c'est techniquement devenu de la donnée pour lequel la propriété intellectuelle appartient à l'organisation. Donc c'est une fuite de données. Donc cette solution Insider Risk Management, elle va être capable de voir en termes de comportement, à partir par exemple de la démission de l'utilisateur, hein, ou même plus généralement, même s'il n'a pas démissionné, de voir si tu veux s'il génère des fuites de données parce qu'il se met à télécharger des milliers de documents et à les envoyer, moi je sais pas, sur WeTransfer, sur une clé USB, etc. Et ça va permettre potentiellement bah, voilà, de s'en rendre compte, d'aller le voir et lui dire est-ce que ce que tu as fait c'est voulu, c'est souhaité, est-ce que tu peux nous en dire plus pour bah, éviter une fuite éventuelle de données non connues. La protection de l'information, bah, c'est exactement ce que je disais avec la notion d'étiquette de chiffrement, hein, donc c'est-à-dire qu'on va mettre des étiquettes sur des documents, sur des données, et en fonction de la classification, bah, en découler des mécanismes de protection et de prévention. Ça, c'est le premier silo. Deuxième silo, c'est ce dont j'ai parlé sur la donnée structurée, donc la gouvernance de la donnée, avec bah, tous les mécanismes dont j'ai un petit peu parlé, c'est-à-dire la capacité d'avoir un catalogue de données, hein, c'est-à-dire de maintenir un catalogue de données qui est mis à jour dynamiquement, qui est maintenu avec ces notions de domaine, etc. Les mécanismes de qualité de données et de lineage, donc pour bah, s'assurer que la donnée elle est exploitable, qu'elle va apporter une valeur. Des règles et des stratégies, du coup, tu t'en parlais, Sadoc, bah, c'est oui, on va pouvoir en effet, selon certains critères, définir les règles d'accès à de la donnée, les permissions associées, etc. Et puis une partie aussi autour de l'état de santé de la donnée, l'état du patrimoine de données, soit pour suivre, si tu veux, la qualité de la donnée, suivre la façon dont elle est exploitée, suivre des seuils. Tout ça, ça va garantir que la donnée qu'on a dans l'organisation, elle est correctement exploitée et exploitable avec un niveau de confiance et de qualité qui est important. Et le dernier pilier dont j'ai peu ou pas trop parlé, mais qui a quand même une importance aussi, c'est la conformité de la donnée. Alors là-dedans, on a plusieurs solutions. On a par exemple ce qu'on appelle le gestionnaire de conformité qui va permettre pour une organisation, si elle est soumise à des réglementations, comme par exemple bon, la RGPD, toutes les sociétés sont quasiment soumises à la RGPD à partir du moment où elles ont une activité en Europe, mais aussi tout ce qui est ISO 27001, NIS2, DORA pour le monde bancaire, etc. En fait, c'est un assistant. Tu vas pouvoir charger la réglementation. Microsoft en a fait, en fait, a travaillé la réglementation avec des points de contrôle à travailler. Il y a des choses techniques que Compliance Manager va être capable de vérifier directement dans les outils que tu utilises, hein. Par exemple, dans M365, si tu prends l'RGPD, bah, il va vérifier si tu as bien justement des étiquettes, si tu as des mécanismes de protection. Et il va, si tu en as créé, il va en fait valider le point pour toi automatiquement. Et puis après, il y a des choses, tu vois, purement de l'ordre du processus et du papier, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de la RGPD, on va te demander d'avoir des référentiels documentaires, des procédures de déclaration d'incidents, etc., etc. Bah ça va être à toi de valider. Mais en fait, tu vas avoir une checklist pour chaque réglementation que tu vas pouvoir consulter, qui vont t'aider en fait à te mettre en conformité par rapport à une réglementation. E-Discovery, pour ceux qui font un peu de Microsoft 365, qui peuvent connaître ça. Le but d'e-Discovery, c'est d'extraire de la donnée, en fait, notamment de la solution collaborative, soit dans le cadre justement de la RGPD, parce que dans la RGPD, dans le règlement général de protection de la donnée, tu as des dispositions qui permettent à un utilisateur, un employé de l'entreprise ou même à un utilisateur externe, qui serait éventuellement un consommateur, enfin, un abonné à un service, bref, quelqu'un qui a donné de la donnée à l'entreprise, de faire la demande à l'entreprise pour savoir quelles sont les données que possède l'entreprise sur elle. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être dû voir des fois sur les sites. Et eDiscovery peut répondre à ça
et peut répondre aussi tout simplement à d'autres choses assez purement de l'ordre du légal et du réglementaire. C'est que parfois, vous pouvez avoir une enquête qui est mandatée par un juge, un procureur, et le juge et le procureur va demander d'avoir accès à la boîte aux lettres d'un salarié parce qu'ils veulent vérifier ce qu'il a pu faire dans le cadre d'une enquête. E-Discovery permet de répondre à ça. Et puis après, on a les deux derniers là ici, la gestion du cycle de vie de la donnée, la gestion des enregistrements. Là, c'est vraiment, là aussi, encore une fois, lié à du réglementaire, c'est-à-dire que toutes les organisations, elles ont des contraintes liées aux documents, liées à la donnée. Donc, par exemple, tout ce qui va être donné relative, je sais pas moi, à des contrats, à des décisions juridiques, à les données relatives à un salarié, il faut les garder, ou des factures, il faut les garder, tu vois, des données, des délais réglementaires spécifiques, il faut les garder 5, 10 ans. On a le même cas pour nous. Souvent, on nous dit il faut garder vos relevés bancaires, je sais pas combien d'années, vos relevés d'impôts, je sais pas combien d'années. C'est exactement pareil. Et là, globalement, ça donne des outils qui permettent de faire ça. C'est-à-dire qui permettent de se dire, d'aller voir les métiers en disant quelles sont vos contraintes réglementaires. Ok, il faut que vous gardiez ce document-là, ces typologies de documents-là 10 ans. On va mettre une règle qui fait que même si le document il est malencontreusement supprimé par quelqu'un, en fait, il est quand même conservé pendant 10 ans dans un autre espace. Mais ça permet de gérer ces contraintes réglementaires. Et puis après, il y a une solution au milieu, là, donc je suis passé un peu rapidement, Communication Compliance, qui initialement est une solution que j'appelle très américaine, parce que elle a été créée pour vérifier la conformité des communications, comme son nom l'indique, et elle a été créée à une époque où aux États-Unis, il y avait beaucoup de scandales de harcèlement entre salariés, employés ou éventuellement sociétés prestataires externes. Et le but, c'était ça reste toujours le cas, d'identifier s'il y a éventuellement des scandales de harcèlement, d'apologie de la haine ou ce genre de choses. Il y a un certain nombre de scénarios relatifs aux communications qui peuvent avoir un impact sur l'image de marque de l'organisation et qui permettent ensuite au RH de prendre le truc, de prendre l'alerte et de jeter un œil et d'aller voir peut-être le salarié en disant en fait, pourquoi tu as eu ce comportement-là et d'essayer d'éviter des scandales qui ont pu exploser aux États-Unis, là, comme on en a vu, et vous en avez peut-être certains en tête. Et cette solution-là, Microsoft est un peu en train de la retravailler, notamment pour répondre à l'IA Act que l'Europe a mis sur le papier, où dans l'IA Act, il y a tout un tas de dispositions, et notamment, il y a une des dispositions qui dit que lorsqu'on met à disposition une IA en fait, à nos salariés, par exemple, il faut qu'on soit garant de l'usage qui en est fait, et notamment être garant de savoir si l'usage qui en est fait, il n'est pas détourné pour des usages malveillants. Et donc du coup, cette solution-là, Microsoft l'a étendue pour, par exemple, être capable d'enregistrer les prompts et les réponses qui sont faites sur des IA génératives, comme Copilot, comme ChatGPT ou ce genre de choses, pour détecter, voilà, encore une fois, des comportements qui seraient Non approprié. non approprié, merci, c'est le terme que je cherchais. Et donc ça, pour terminer, et ensuite on va, je pense, ouvrir un petit peu du portail là, pour les quelques minutes qui nous restent. Ça, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, c'est la seule solution PureView qui est capable d'adresser le monde des données structurées dans des bases de données, des data lakes, etc. Les données non structurées, Office, PDF, Zip ou autres images. Et ça, à travers à peu près tous les endroits où on va retrouver de la donnée, les clouds, les services cloud comme M365, Google Workplace, etc., les IA génératives. Par exemple, M365 Copilot, en fait, Microsoft a intégré PureView dedans. C'est-à-dire que si je fais un prompt dans M365 Copilot pour me demander, je sais pas moi, tous les salaires auxquels je peux avoir accès dans des documents, si j'ai accès à un document dans lequel il y a des salaires, et que ce document il a été tagué comme étant confidentiel, le résultat du prompt de Copilot va être lui-même tagué comme confidentiel et va hériter des mécanismes de protection. Donc si par exemple j'ai interdit l'export, le copier-coller de l'information hors du document, le prompt qui a été généré que je vois sur l'écran, si je le mets en gras et que j'essaie de le copier, je ne pourrais pas le copier, je ne pourrais pas sortir l'information. Donc il y a vraiment une stratégie que Microsoft a mis en place, vous voyez, qui est vraiment transverse sur données non structurées, données structurées, à travers un peu tout le patrimoine de données qu'on peut retrouver. Est-ce que tu as des questions? Parce que je ne suis plus forcément sur le... Non, plus de pas pour le questions. moment. Ok,
Est-ce que dans les personnes qui sont là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez plus voir dans le portail? Parce qu'il y a beaucoup, du coup, vous avez vu, j'ai beaucoup de services potentiels à pouvoir vous montrer, mais est-ce qu'il y a quelque chose Alors, qui vous attends, intéresse plus? petite question de Ouais, Benoît qui demande s'il y a une protection contre les screenshots. ouais. Alors, oui et non. On va avoir plusieurs mécanismes. Un des mécanismes qu'on va pouvoir mettre en place dans les données non structurées, ça va être le marquage, un marquage avec un filigrane qu'on va pouvoir mettre sur le document, notamment pour afficher qui a ouvert le document. Donc ça ne va pas empêcher le screenshot, mais si screenshot est fait, on va potentiellement pouvoir quand même savoir qui l'a fait parce que il y aura ce filigrane qui affichera Jean-Sébastien Duchesne. Il existe quand même un mécanisme de protection sur les screenshots. Là, on est vraiment sur un cas d'usage spécifique, mais sur notamment le service AVD. Lorsque vous utilisez AVD avec du Teams, avec Office, etc., et que là, pour le coup, en fait, vous montrez des documents confidentiels dans la session AVD, si la personne sur son poste personnel essaye de faire une capture d'écran, la capture d'écran, là, cette fois, va être noire. Et vous voyez, on est sur un cas d'usage particulier parce qu'en fait, ils ont fait une intégration spécifique avec AVD, avec AVD et Windows 365 et avec les clients, l'application Windows Apps, anciennement Windows 365 et le client Remote Desktop. Mais ça, c'est très spécifique à ce cas d'usage-là. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils l'ont pas ou peu fait sous Windows. C'est vrai que c'est une demande assez courante, ouais, on le fait remonter. Hop. Est-ce que du coup vous voulez focaliser sur quelque chose en particulier? Tu as une envie particulière, Arnaud, toi de ton côté? Non, 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 Ou écoute, je connais pas, donc tu connais pas? choisis quelque chose Écoute, d'intéressant. puisqu'on est quand même très lié à Azure, je vais vous partager. Donc du coup plutôt la brique de data gouvernance, hein, donc celle qui s'attache à protéger voilà, la donnée structurée. Donc c'est celle qui se repose sur un service Azure, hein, qui tourne dans Azure. Une petite, il y a un petit microservice, pas un microservice, mais il y a une espèce de machine virtuelle qu'on doit provisionner et qui est instanciée. Alors, j'ai pas un lab en particulier parce que comme je l'expliquais à Arnaud avant qu'on commence, c'est un service qui coûte un peu d'argent à faire tourner juste pour des démos et comme on fait des démos finalement assez rarement, ça fait vite, ça coûte vite assez d'argent quand on est un individuel. En gros, on parle à peu près de 200 € pour faire tourner ça par mois. Pour une entreprise, c'est pas grand-chose, mais bon, vous imaginez que moi, si je dois juste faire une démo une fois tous les 2-3 mois, ça me coûte vite de l'argent. Et le seul moyen, en fait, c'est pas comme les machines virtuelles, on peut pas l'arrêter. Pour vraiment que ça arrête de consommer, il faut le supprimer. Et le problème, c'est que si on supprime, il faut constamment tout reconstruire, donc c'est un peu dérangeant. Mais Microsoft a donné là c'est un petit lien de démo qui permet un peu de montrer ce que ça donne. Donc on a ce portail-là, je vais cliquer, hop, voilà. Et en fait, on retrouve, alors à chaque fois il nous guide là-dessus, mais on retrouve cette notion de data domaine. En fait, je ne sais pas si vous voyez en haut, on a les domaines, donc ici finance, corporate function, claims, care provider. Et en bas, on retrouve ici justement en fait les data products, hein, donc ces produits qu'on met à disposition. Là, par exemple, il y a un truc lié à la vaccination du Covid, il y a des rapports de profit, des rapports de vente, etc. Et on voit le domaine qui est associé. Donc, il y a des fois, c'est associé au sales, des fois à la personal health, enfin la santé personnelle, etc., à la finance. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette notion de domaine et de produit qu'on crée. Et en fait, derrière ça, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le domaine sales, on a rattaché en effet des bases de données, des tables, des colonnes. Alors, enfin, on peut rattacher globalement la base de données ou on peut rattacher des tables directement. Ce qui a permis d'organiser finalement la donnée dans l'organisation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui explique. Alors, ce qui va être assez intéressant, par exemple, pour un producteur de données, et on va pouvoir donner l'accès à quelqu'un qui veut créer un rapport, hein. Il va avoir accès à l'ensemble donc du catalogue de données et de produits de données auxquels il peut avoir accès. Et par exemple, là en haut, dans PureView, il a une capacité qui permet de rechercher de manière en posant une question, hein, un peu à l'image d'une IA générative, en disant bah voilà, j'ai besoin de construire quelque chose relatif aux ventes. Donc il va simplement poser la question comme ça. Et en fait, derrière, ça va lui ressortir tous les types de produits de données
qui vont être associés à sa demande. Et on voit bien que d'ailleurs, ça nous renvoie principalement des choses relatives aux ventes, avec dans ce cas-là des types de modèles liés à la partie machine learning, IA, etc. Là, on a plutôt des rapports. Donc, on est vraiment transverse, comme je le disais, à la plateforme de données. Ça agrège à la fois les bases de données, les tables, les rapports, les modèles de machine learning, les modèles d'analytics, etc. PureView est vraiment là-dessus, sur la donnée structurée, un outil très très puissant. Bien sûr, bon là la démo elle monte, mais on a un accès que Microsoft a intégré un copilot à PureView. Alors c'est pas M365 Copilot, c'est Security Copilot qui est transverse à tous les produits de sécurité, sur lequel là encore on peut poser diverses questions. Donc bon, je vais avancer rapidement là sur ce truc-là et en gros il va nous répondre sur comment exploiter la donnée, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et où il va nous renvoyer, par exemple typiquement sur ce produit de données où on va avoir une explication, une description, le use case associé, quel est le domaine associé, qui est le owner, c'est-à-dire qui est-ce que je dois contacter si j'ai des questions à la limite sur ces données-là, la fréquence de mise à jour de ce produit de données que je vais exploiter. Donc en l'occurrence, là, on est sur quelque chose d'annuel pour ces types de modèles de machine learning. Et puis, on va retrouver les différents assets de données que ça peut consommer, puisque là, on est sur du machine learning. Vous voyez, on a plusieurs assets de données qui sont présents ici. On a du Snowflake, des tables Snowflake, du Lakehouse, du SEMarchive, on a pas mal de choses, quoi. Donc on est vraiment sur un produit qui va être intéressant parce que je prends souvent ça en tant que consommateur, c'est un peu comme si on allait sur le site de la Fnac, Amazon, la Camif ou peu importe, et on va pouvoir s'intéresser à quels sont les domaines, les produits. Et tu vois là en haut, typiquement là, je suis dans la démo, j'ai typiquement pas accès en fait à ce produit de données et je vais pouvoir en faire une demande d'accès, tu vois. Donc ça va être géré de manière totalement harmonisée dans l'outil, contrairement à avant où soit faut faire des tickets, soit faut contacter la personne. Je vais mettre qui doit avoir accès à la donnée, quel système. Donc bon là ça a été flouté. Et on voit que là il y a une approbation qui est requise. Je vais pouvoir du coup mettre le purpose. Bon là je suis allé trop loin, mais mettre la justification et ça va envoyer la demande. Je vais pouvoir aussi donc ensuite retrouver tout simplement tout ce à quoi on m'a délégué les accès. Là, tu vois, je suis dans My Data Access. Je vois que j'ai accès à des datasets, des rapports liés à des choses qu'on m'a déjà déléguées ou pour lesquelles j'ai fait des demandes. Tu vois, il y a des demandes en attente, il y a des choses qui ont été approuvées. Donc je vais vraiment, en tant que consommateur de la donnée et dans un domaine métier, pouvoir enrichir ce à quoi j'ai accès, parce que c'est ça qui manque souvent, les consommateurs de la donnée. Soit ils sont dans leur silo, ils voient que la donnée, enfin, ils voient en gros que les domaines de données auxquels ils ont accès, ils voient que les produits de données auxquels ils ont accès. Soit ils y voient même, ils ont même pas ces accès-là. Il faut qu'en fait ils aillent à la pêche à ce qu'ils peuvent avoir accès, quoi. Donc pour ça, la plateforme, elle est très très intéressante. C'est le marketplace de la donnée interne, quoi. C'est un peu le marketplace, tu as raison, de la donnée interne, où on va retrouver tous les mécanismes de gouvernance, de protection, de sécurité. Bon, il me reste 3 minutes, je vais avoir du mal à faire le tour, je t'avoue. Mais je me permets de te couper, Jean-Sébastien. ouais, Il y a Sadok qui a allez-y. une question Ouais. que je trouve intéressante. C'est aujourd'hui, si tu veux faire référencer tes données, est-ce qu'il faut un airbag setup particulier pour ingérer ces données dans Purview? D'ailleurs, il n'y a pas de réelle ingestion finalement. Enfin, Non, il je n'y a sais pas pas. d'ingestion. En fait, c'est vrai que je suis pas rentré dans le détail. PureView va aller scanner les repositories, va aller scanner tes bases de données, tes lakehouse, etc. Donc il va falloir avoir un compte qui a accès à ces données-là. Et ensuite, tu as cette petite machine virtuelle dont je parle là, qui va être capable potentiellement d'aller taper dans les services cloud, où il va y avoir un petit connecteur installé sur la partie on-prem qui va faire le relais en fait de PureView dans le cloud pour aller scanner ces environnements. Et donc du coup, pour la question airbag setup, là j'ai répondu sur la partie purement architecturale. Après, dans l'outil PureView, il y a des rôles pour les personnes qui gèrent la donnée, les consommateurs de la donnée, qui font que ils ont accès qu'à certains espaces de PureView. Ils vont soit pouvoir voir certains domaines, tu vas pouvoir aussi avoir. Tu as cette dimension droit, mais tu as aussi la dimension étendue, c'est-à-dire là, dans la démo, on donne l'impression que j'ai accès à tout, à la finance, aux services de fraude, etc. Bien entendu, ça se gère, c'est-à-dire qu'on peut dire, il y a certains utilisateurs, ils ne voient que la partie finance, que la partie sustainability, etc. Et ils sont consommateurs de données, donc ils ne voient que
les glossaires et les produits. Ils sont pas capables d'aller créer des règles de gouvernance, etc. Tu as de l'airbag de ce type-là dans le produit. Et voilà, je pense que c'est les deux dimensions peut-être que tu voulais aborder, Sadok. À la fois le setup, ouais, ok. Mais c'est un produit, c'est PureView, donc c'est un produit qui a beaucoup évolué. Il y a eu un très gros travail. Et là, sur la partie data gouvernance, depuis 1 an, il y a eu un énorme boulot fait par les équipes. Il y a encore une feuille de route, une roadmap qui est très importante, notamment tirée par Fabric, la plateforme Fabric dont je parlais. Mais ça va devenir un outil qui va être beaucoup déployé parce que là, si on prend un peu de recul en 1 minute, en fait, PureView sur la partie données non structurées, il y a beaucoup de clients qui les ont dans les licences E3 ou E5. Donc, ils sont en train d'adopter, si tu veux, PureView pour les documents, fichiers, Excel, etc. Et en fait, on se rend compte que comme tu as déjà du coup cette plateforme de données qui est en place pour la donnée non structurée, ce serait dommage de ne pas prendre la même pour les données structurées, tu vois. Puisque c'est un des arguments principaux de Microsoft, c'est la seule plateforme qui fait ça. Donc c'est fort à parier, plus avec l'avènement de Fabric, que tu vas avoir énormément de PureView et de projets PureView qui vont arriver. Voilà, c'est pour vous faire un petit topo en 1 heure, un peu concentré, un peu dense. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez aborder un autre sujet autour de la sécurité dans Azure, peu importe. Il y a beaucoup de services liés à la sécurité qui touchent notamment le cloud et Azure. Comme le dit Benoît, c'est une très belle, un premier pas dans la solution. C'est vrai que ça donne déjà un petit peu une visibilité de ce qu'est capable de faire la solution, du coup, parce que comme il y a plusieurs outils, mais en tout cas. Ouais, c'est l'objectif, c'est de vous acculturer au sens large sur ce que ça Ouais. comprend. Voilà. Si tu as des demandes, s'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées à un pan particulier, on pourra toujours refaire une session spécifique plus tard. Avec grand plaisir. Top. Bon, messieurs qui êtes encore là, est-ce que vous avez des questions particulières ou c'est plutôt clair? N'hésitez pas à vous démuter, hein. On a un comité plutôt restreint aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Merci Arnaud, merci Jean-Sébastien pour les réponses. Moi, je pense que c'est clair. Quand même un petit peu, bon, de façon générale, en fait, sur les services, sur les objectifs. Ouais, bon, très bien. Merci à vous d'être Génial. présent. Bon, écoute, Jean-Sébastien, merci. Messieurs, bon après-midi. Jean-Sébastien, merci à toi. Et puis, belle journée. On se retrouve un jour pour une autre session. À bientôt. Merci beaucoup, Arnaud. Allez, à très bientôt. Salut. Ciao.